Les rencontres virtuelles de l'IFC. Les rencontres virtuelles de l'IFC. Bonjour à tous. L'Institut français du Cameroun poursuit ses rencontres virtuelles avec un troisième podcast consacré à la BDiste aux multiples casquettes, Eliance. Eliance est née au Cameroun, à Bafoussam. Elle fait ses études à l'université de Boya, où elle obtient une licence de lettres modernes, suivie d'un graduat en art graphique en Belgique. Aussi entêtée que son héroïne, elle ne se décourage pas quand les planches de ce qui deviendra le premier tome de La vie d'Ebn Douta sont refusées par plusieurs maisons d'édition. La collecte de fonds qu'elle organise sur Ulule pour autofinancer sa première bande dessinée est un succès. Aujourd'hui publié dans des collectifs et magazines camerounais, libanais, algériens et belges, l'auteur s'est incontestablement imposé dans le paysage de la bande dessinée. Stand-upeuse, BDiste accomplie, commissaire d'exposition, instigatrice du Bilibi Festival au Congo où elle réside, l'artiste travaille activement à la promotion de la BD camerounaise dans son pays d'origine et ailleurs. Eliance revient pour nous sur son parcours, ses expériences passées et ses projets futurs. Bonjour Eliance, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir avec vous. C'est un plaisir. Alors la vie d'Ebn évoque le parcours d'une jeune Camerounaise loin de son pays d'origine. Les situations sont drôles et parfois acides. Vous avez vous-même fait vos études en Belgique. À travers les yeux de votre héroïne, c'est votre propre expérience de l'interculturalité que vous racontez ? Dans un certain sens, oui. Parce que si j'avais pas fait mes études en Belgique, j'aurais peut-être pas vu exactement le monde tel qu'il est dans La vie d'Ebn Douta, même si j'ai eu un parcours au Cameroun où j'ai été en contact avec différentes cultures ou nationalités. J'ai grandi entre Bafoussam, Limbe, Douala, voilà, j'ai un peu bougé sur le pays. Mais le fait d'étudier la BD en plus pendant ces 3 ans, ça a servi de base à nourrir ce qui est devenu après La vie d'Ebn Douta. Cette expérience de l'autre est finalement assez universelle. Est-ce que vous sentez une réception identique de la part de votre public en Europe et en Afrique ? Je peux dire effectivement que c'est très universel. La vie d'Ebn Douta a à un moment donné réussi à transcender ou traverser l'identité de genre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle communément la vie de merde, c'est réellement universel. Donc tout le monde a à un moment donné des attentes qui ne sont pas réalisées telles que souhaitées, des souhaits qui ne se matérialisent pas comme on le veut, des frustrations au-delà de la couleur de peau, au-delà de la situation géographique. Et c'était aussi tout l'intérêt de la placer en Belgique. Il y a eu ce type de lien universel qui fait que tout le monde a une vie de merde à un moment donné. Tout le monde aimerait l'améliorer. Sur une page de BD ou 2 ou 3 ou carrément tout le tome, des gens se reconnaissent dans la vie d'Ebn Douta. C'est une belle aventure qui a conduit à la publication de La vie d'Ebn. Vous vous êtes éloigné des maisons traditionnelles d'édition pour recourir au financement participatif en ligne. Comment vous est venue cette idée ? Le rejet, Le rejet, ça rend créatif. Non, mais plus sérieusement, cette suite de noms, au-delà de la déprime d'un mois où j'ai pleuré sous la douche, j'ai été encouragée par les miens et j'ai fait une rencontre qui a boosté ma créativité et mon challenge, mon esprit guerrier à un autre niveau, si on veut. C'est Mathieu Diaz, le directeur de Lyon BD Festival, que j'avais rencontré au Festival international de la bande dessinée d'Alger, qui m'avait dit « Mais tu as déjà monté ton projet, tu l'as montré aux maisons d'édition classiques, elles t'ont toutes dit non parce qu'elles ne te connaissent pas, tu es basé en Afrique. » Il y a la question du risque, de l'engagement. On n'avait pas encore avec Internet et les réseaux sociaux maintenant la possibilité de valoriser son travail, d'évaluer les données correctement pour se dire tiens, on va miser sur cette personne malgré la distance. Au moment de la rencontre avec le directeur de Lyon BD Festival, j'avais 10 000 personnes qui me suivaient sur Facebook, qui suivait mes publications sur une page dédiée. Et lui me disait, oui, mais au lieu d'attendre le prince charmant, l'éditeur, tu peux t'auto-éditer. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'une maison d'édition vienne dire ce que vous faites est bien et on veut travailler avec vous. Provoque ça. Avec 10 000 personnes qui te suivent, si chacune te donne 1 euro, tu as 10 000 euros. Ça fait tilt. Et puis après, il a pris le temps de m'expliquer un peu le crowdfunding, ce que c'était. J'en avais entendu parler par rapport à Irma qui, avec ma major company, il me semble, avait réussi à sortir son disque à l'époque. Mais c'était le seul cas afro-descendant que je connaissais qui avait fait du crowdfunding. Et en plus, c'était pour la musique. L'équipe d'Ulule a été vraiment très, très patiente avec moi pour m'expliquer le fonctionnement, pour monter mon projet correctement. Leur coaching est super. Et puis, à un moment donné, je me suis lancée et on connaît un tout petit peu la suite.
Alors, quelle est la place du crowdfunding en Afrique noire? Est-ce que, à votre sens, la pratique se généralise aujourd'hui ou peine-t-elle encore à trouver sa place? Je peux dire que la pratique se généralise. Depuis le succès de La vie d'Ebn Douta par crowdfunding, le financement du tome 1 en 2014, je peux dire qu'il y a eu non seulement des études dans des hautes écoles, au Cameroun bien sûr, il y a eu d'autres écoles en dehors du Cameroun qui ont fait des études sur le crowdfunding. Il y a eu plusieurs plateformes qui se sont lancées, certaines ont échoué, d'autres ont marché, qui ont décidé de donner aussi la chance aux auteurs, créateurs, artistes locaux. Parce que le problème du financement, c'est que les banques ne financent pas forcément, les tontines ont leurs limites. Tous les différents moyens de financement vers lesquels nous sommes tournés jusqu'ici, dans nos pays respectifs, en Afrique subsaharienne en particulier, ont XY limites que le financement participatif n'a pas. Il y a plein de projets qui se retrouvent financés ainsi, pas seulement dans la bande dessinée, parfois dans le financement de construction d'écoles, dans des villages, au Cameroun ou dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le retour que j'ai eu de certaines personnes qui me suivaient. Donc, ouais, on peut clairement dire qu'il y a du mouvement. Comment voyez-vous l'avenir du 9e art sur le continent africain de manière générale? Honnêtement, on m'aurait posé la même question il y a 2-3 ans. J'aurais dit, ouais, on avance tout doucement, on avance bien et tout, mais il y a encore beaucoup d'obstacles. Mais cette année, j'ai eu le plaisir d'être désignée comme co-commissaire sur la plus grande expo qui va être faite sur la bande dessinée d'Afrique. Et rien qu'avec les recherches que j'ai engagées pour identifier les auteurs actifs pour ce projet d'expo, en partenariat avec la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, dans le cadre de la saison des cultures africaines Africa 2020 et l'année de la BD 2020, à ce stade, on a trouvé plus de 80 auteurs sur le continent, des auteurs actifs, des auteurs talentueux, des auteurs qui en veulent. Et quand je dis plus de 80, je suis poli. Il y a vraiment une création, il y a un foisonnement d'auteurs sur le continent, que ce soit dans le Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est centrale ou en Afrique du Sud. Et là, je ne parle pas du pays. Les créateurs, avec les réseaux sociaux, se lancent. Ils sont de plus en plus jeunes. Il y en a qui sont classiques, traditionnels, qui sont encore très attachés au papier. Il y en a qui sont hybrides comme moi, qui font papier et ordi. Et il y en a qui se lancent complètement dans le numérique à fond, qui investissent dans la bonne tablette, un peu comme un jeune que vous connaissez certainement déjà, qui s'appelle Félix Fokwa au Cameroun. Il y en a plein des comme lui maintenant et ça fait vraiment plaisir de voir que le continent, qu'il le donne volontairement ou qu'il le donne pas volontairement, la bande dessinée trouve sa place. Donc une vraie explosion ces dernières années. Quelques BDistes africains à nous conseiller? Ça dépend des styles. Bon, déjà, pour ceux qui sont arrivés à écouter ce podcast jusqu'ici et qui ne connaissaient pas, faut acheter ma BD, d'accord? Elles sont en vente. On peut les trouver dans les commerces. Ils sont faciles à trouver. Si on tape sur Google, on peut trouver où les acheter. Et puis, à côté de ça, il y a des autrices comme Annie Kamgan, qui a fait une BD un peu plus dure, qui aime traiter de sujets incisifs sur les passés douloureux ou coloniaux ou les revendications démocratiques de certaines associations dans des pays. Donc, elle a sorti une BD qui s'appelle La Lucha, qui parle de la révolution pacifique par des jeunes en République démocratique du Congo. Il y a d'autres autrices comme Pam Chan, qui a sorti une BD qui s'appelle Manding, Reine Diboussi, qui a sorti une BD qui s'appelle Moulatako, des personnes un peu plus assises, on va dire, comme Barli Barouti, qui a sorti différentes BD, dont Le Singe jaune, qui parle du métissage et l'héritage colonial entre la Belgique et la RDC, Joël Esso, qui a fait Petit Joss, Gaspard Jock, qui fait Voyage sans retour, qui est aussi en train de travailler sur comment reproduire le son en bande dessinée. Il est en train de l'étudier à la Sorbonne en ce moment. Donc, il y a vraiment des auteurs de qualité qui font un excellent travail. J'ai tellement de noms qui traversent mon esprit, on va dire que peut-être à l'expo qui en parlera aussi, pourquoi pas. Merci pour toutes ces recommandations. Alors, vous nous avez parlé de votre jolie rencontre avec le directeur du BD Lyon Festival un peu plus tôt. Vous avez collaboré avec eux et participé à l'édition virtuelle 2020. Qu'avez-vous retiré de cette expérience ? Ce que j'ai retiré de cette expérience-là, c'est que la pandémie qui nous frappe, dite coronavirus Covid-19, elle nous force à réfléchir différemment. Quel que soit l'obstacle qu'on a en face de nous, il ne faut pas seulement se limiter à se dire je ne peux plus avancer, il faut réfléchir différemment. Et Lyon BD Festival l'a démontré, mais avec une force, c'est qu'un festival en ligne, entièrement en ligne, c'est possible. Avec des personnes qui sont chacune dans son coin, c'est possible.
Après, le contact humain manque. C'est pour ça que dans le cadre de Lyon BD, il y a une deuxième partie à ce festival qui va se faire en automne, ce qui s'est jamais fait avec Lyon BD jusqu'ici. Mais de cette expérience numérique, je me suis dit, waouh, c'est génial de voir comment un obstacle, en fait, est une autre forme d'opportunité. Alors le Valérie Ndongo Comedy Club, car vous avez aussi une casquette de stand-upeuse, Lyon BD Festival, des collaborations avec l'Angleterre, le Canada et le Danemark autour de la bande dessinée, commissaire d'une exposition de BD en Afrique du Sud et aussi de la plus grande exposition d'auteurs et autrices BD du continent dans le cadre de la saison Africa BD et BD 2020 en France. On peut dire que 2009 a été une année prolifique et que 2020-2021 s'annonce tout aussi chargé. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de votre collaboration à venir avec le musée Lugdunum de Lyon ? Ça, c'est un projet qui m'a vraiment touchée parce que j'aurai une planche de BD qui sera exposée au musée. C'est quand même pas banal d'être exposé au musée comme ça. Donc, c'était très intéressant. Dans le cadre justement de la deuxième partie de Lyon BD qui va se dérouler cet automne, le festival est en train d'étendre ses collaborations avec différents lieux culturels qu'on ne regarde pas forcément comme pouvant se connecter à la bande dessinée, d'où le cas du musée de Lugdunum de Lyon, qui est un musée axé mémoire gréco-romaine, mémoire mythologique et histoire des civilisations dans ce sens-là. Et il nous a été commandé, parce que je ne serai pas la seule à avoir le plaisir d'être exposée au musée, heureusement, il nous a été commandé entre 10 et 14 auteurs de proposer des planches de BD sur un parcours d'héritage de civilisation, sur des héros ou des héroïnes, et de faire une sorte de clin d'œil ou de miroir, d'avoir une fenêtre ouverte sur notre propre héritage en tant que auteur ou autrice du continent africain. Donc ça rentre dans le cadre des créations qui sont souhaitées en amont de la saison des cultures africaines. Ça va faire un peu comme un teaser à la saison qui va être lancée au mois de décembre. Donc ça va être super bien. Une dernière question qui taraude, j'imagine, vos lecteurs. À quand le tome 4 des Aventures d'Ébène ? Ah, le stress. On va dire que je planche dessus en fait. C'est vrai que je suis quand même assez en retard parce qu'il y a de très très belles choses qui me sont arrivées en cours de route. Il y a de très beaux projets sur lesquels je me suis retrouvée à travailler qui sont extrêmement chronophages. En général, je sors un tome tous les 1 an et demi, 2 ans. Or là, ça va faire 3 ans que j'ai pas sorti le tome 4. Mais j'espère bien, d'ici 2021, sortir le tome 4 pour que les fans, les lecteurs et les lectrices puissent savoir ce qui se passe après le tome 3 qui était placé sous le thème « La fin de l'innocence ». Elion, un grand merci d'avoir partagé avec nous vos nombreux projets et votre vision du secteur. Nous espérons vous retrouver en novembre sur scène cette fois-ci à l'Institut français pour le Valérie Ndongo Comedy Club. Et ce sera l'occasion pour nous de découvrir ou de redécouvrir cette casquette de stand-upeuse. Merci beaucoup Emma et merci à l'Institut français pour cet entretien. Franchement, ça fait plaisir, vraiment plaisir de se savoir ainsi soutenu et de voir que l'Institut continue à faire son travail de soutien auprès des artistes. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Restez connectés sur la page Facebook et Twitter de l'IFC pour suivre notre actualité. Et surtout, vivre les cultures.